Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso et Cuba signent des accords de coopération pour permettre à des médecins spécialistes cubains de venir soigner au Burkina. Leur contribution s'étendra sur 3 ans. Et puis blanchir la peau à tout prix. Elles sont encore nombreuses, ces femmes au Burkina Faso qui, pour rien au monde, veulent bouder ce sadique plaisir. Et ce n'est pas pour déplaire aux commerçants de produits éclaircissants. Mais pourquoi la dépigmentation a-t-elle la peau dure? La réponse à suivre dans ce journal. Antonio Guterres, nouveau patron de l'ONU, est entré en fonction ce 1er janvier. Le nouveau responsable ambitionne de donner un nouvel élan à l'organisation. Mais que peut-il réellement pour que l'ONU retrouve ses marques sur le terrain? Réponse également à suivre dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bientôt des médecins spécialistes cubains au Burkina Faso. Ils viendront apporter des soins aux populations burkinabées pour un séjour de 3 ans et ce dans le cadre d'une convention de coopération technique. La convention vient d'être signée la fin du mois de décembre dernier entre le ministère en charge de la Santé et l'ambassade de Cuba au Burkina. Des détails avec Ibrahim Sombier, Pascal Kané et Mariam Daou. À travers cette signature des conventions, la République du Cuba renouvelle son engagement à soutenir le Burkina dans le domaine de la santé pendant 3 ans. Un soutien qui va se matérialiser par l'envoi des médecins spécialistes cubains dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Cette convention est un renouvellement. Il ne s'agit pas dans cette convention de formation, il s'agit plutôt d'envoi de médecins spécialistes de Cuba pour appuyer ici à la fois la formation des étudiants, mais également la prestation, donc l'offre des soins donc spécialisés aux populations burkinabées. Ça sera fonction de ce que nous allons exprimer comme besoin au niveau du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous avons sur le sol burkinabé 24 médecins cubains qui sont répartis sur 5 des 13 régions de Burkina Faso et qui appuient le système de santé. Le Cuba est reconnu pour la qualité de son système sanitaire. Ces pays amis souhaitent donc aider le Burkina Faso dans ce domaine sensible. Ces signatures d'accords démontrent la volonté et la disposition de nos deux pays de renforcer les liens de coopération, d'amitié qui ne cessent de se développer. Et notre but, ce n'est pas un but politique, c'est de soigner la population burkinabé, de partager nos connaissances et nos expériences dans le domaine de la santé. La République du Cuba et le Burkina Faso ont une longue tradition de coopération depuis 1984. En plus de la santé, d'autres secteurs d'activité sont concernés par la coopération, notamment l'éducation, le sport et l'agriculture. En santé, toujours à Kaya dans le centre-nord, le projet prévention de la transmission de VIH-Sida mère-enfant déploie ses activités à l'intention des populations. Le 30 décembre dernier, il a organisé des séances de sensibilisation pour informer sur ses activités. Le projet vise la réduction de moins de 5% du taux de transmission du sida de la mère à l'enfant. Quelques activités avec Mounira Kéré et Yacouba Gamene. Sketch et prestations de troupes traditionnelles, le message est unique. Il faut fréquenter les centres de santé, il faut se faire dépister, surtout lorsqu'on est enceinte. Nous sommes à la foire santé à Kaya, une tribune de plaidoyer en vue d'impliquer les communautés dans la lutte contre le VIH-Sida. À ce jour, nous avons en tout cas enregistré plus de 700 personnes qui sont sous traitement. Comparativement aux années antérieures, nous pouvons dire en tout cas que la sensibilisation porte fruit. La foire santé est une activité de la phase 2 du projet Prévention de la transmission mère-enfant PTME, un projet de plan international burkinabé qui vise à réduire de moins de 5% le taux de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La foire de santé est une tribune de plaidoyer, surtout au niveau communautaire, pour faire passer les messages au sein de la communauté. Et pour ce qui nous réunit plus particulièrement, c'est dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Et c'est vraiment une tribune pour faire passer le message, pour sensibiliser les populations, pour que les populations puissent fortement adhérer à ce programme-là qui permet à la longue de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La région du centre-nord et celle de l'Est sont les bénéficiaires de la phase 2 du projet PTME, un projet qui couvre la période de 2016-2018
et est entièrement financé par le Plan Corée du Sud à travers l'Agence coréenne de développement international. Dans l'actualité ce soir, blanchir la peau à tout prix. Elles sont encore nombreuses des femmes au Burkina Faso qui pour rien au monde ne veulent pas bouder ce sadique plaisir. C'est même devenu un phénomène de société au Burkina et dans bien d'autres pays africains. Et ce n'est pas pour déplaire aux commerçants de produits éclaircissants. Mais pourquoi le blanchiment de la peau a-t-elle la peau dure? La réponse avec Ismaël Diloma Sirima. De 2011 à 2016, ce sont plus de 60% d'hommes et surtout de femmes qui utilisent des produits cosmétiques pour se dépigmenter la peau au Burkina. Ces résultats proviennent d'une enquête des dermatologues. Pour les spécialistes, la dépigmentation désigne un ensemble de procédés destinés à s'éclaircir la peau. Une pratique non appréciée par certains Ouagavillois. Moi personnellement, je ne kiffe pas. Une femme qui se dépigmente, qui marche avec plusieurs couleurs, ce n'est pas la peine. Voilà, il y a d'autres, tu vois, si tu veux être caméléon, tu deviens caméléon. À vrai dire, ce n'est pas bien. À ceux qui se dépigmentent, il y a des odeurs nauséabondes qui sortent sur eux. Bon, il y a beaucoup de choses, quoi. Ces produits continuent pourtant d'intéresser beaucoup de Burkinabés, ce qui en fait une bonne affaire pour les commerçants. Pratiquement toutes les femmes utilisent ces produits. Les jeunes filles et même les personnes âgées en demandent. Le nombre, je ne peux pas compter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui réclament ça tous les jours. Les produits éclaircissants, connus par les utilisateurs sous des pseudonymes comme Manamana, 24 heures chrono, rapide, clair, existent sous forme de lait corporel, de crème, d'huile et de savon. On a également des préparations artisanales, des préparations que les femmes elles-mêmes font en base de produits de lessive qui sont, disons, associés à d'autres produits de la soude même qui sont souvent utilisés. On a des produits injectables également qui sont utilisés pour pouvoir arriver à ces fins. Au dire des scientifiques, ces produits sont dangereux pour la peau parce qu'ils contiennent du mercure, des corticoïdes et de l'hydroquinone. Et on peut avoir facilement des infections. On peut avoir également une difficulté à réguler la température, à transpirer, à ne pas transpirer. Il y a des zones qui ne sont pas bien éclaircies, donc qui sont beaucoup plus foncées, beaucoup plus noires, verdâtres. On a aussi des cancers, on a des vergetures, on a aussi souvent chez les femmes qui les utilisent et qui sont enceintes, le passage de ces produits-là peut amener des maladies, ou en tout cas des malformations chez l'enfant. Selon le professeur Pascal Niamba, des études supplémentaires sur les impacts du phénomène de la dépigmentation, encore connu sous le nom de Tchacho, sont actuellement en cours au Burkina. Les résultats de ces études sont attendus pour l'année 2017. Autre actualité dans ce journal, les artisans du Burkina souhaitent aussi souscrire au marché public de la Lonabé. À travers la Chambre des métiers, ils viennent de signer une convention avec la Nationale des Jeux du hasard. La Lonabé entend ainsi s'engager pour la promotion de l'artisanat au Burkina. Mariam Dao, Maxime Zango. C'est un partenariat entre la Loterie nationale du Burkina, Lonabé, et la Chambre des métiers qui se matérialise ainsi par cette signature de convention. Une convention qui a pour objectif de permettre aux artisans d'avoir accès à la commande publique de la Lonabé à chaque fois qu'elles voudraient faire des dons dans le cadre des œuvres socio-économiques. Le montant n'est pas prédéfini, tout va dépendre. Vous voyez très souvent quand nous construisons des hôpitaux et des écoles, nous nous adressons à des entreprises de fois étrangères pour les équiper. Ça fait des fuites de capitaux, de devises hors de notre pays, des devises qu'on pourrait injecter dans l'artisanat. C'est ce qu'on va faire à partir de cette convention. Selon le président de la Chambre des métiers du Burkina, ce partenariat vient à point nommé et va permettre de booster le secteur de l'artisanat au Faso. Un secteur qui occupe une part importante de la population active. Nous avons pour mission d'organiser et de travailler à développer le secteur de l'artisanat. Ceci passe par le renforcement de leurs capacités et de leur accès au marché. Donc à partir de cette convention, la Chambre de métiers devient un intermédiaire avec la Lonabé pour pouvoir permettre aux artisans de tout le Burkina
d'avoir accès à la commande publique. Cet engagement de la LONABE entre dans le cadre de son accompagnement aux petites et moyennes entreprises, conformément à son plan stratégique 2016-2025. Et la LONABE qui vient de faire des millionnaires, 5 heureux gagnants sont repartis avec un montant total de plus de 110 millions de francs CFA. Ils ont reçu leur cagnotte au cours d'une cérémonie de remise de l'eau qui s'est déroulée le 30 décembre dernier au siège de la LONABE à Ouagadougou. Reportage signé Adama Guiti, Mariam Dao et Bouma Ernest Nebié. Ces heureux gagnants sont les derniers millionnaires de l'année 2016 de la Loterie nationale burkinabé LONABE. Au nombre de 5, ils vont se partager plus de 110 millions de francs CFA. Et c'est Mouad Kwanda, commerçant de profession ici représenté, qui remporte le plus gros lot, plus de 40 millions de francs CFA. Merci à Dieu d'avoir permis à mon représentant de décrocher ce lot. Et bon vent à l'entreprise LONABE. Je compte utiliser rationnellement, comme le DG l'a dit, et à bon escient. Quand on gagne quelque chose, on doit remercier Dieu. Vraiment, nous sommes contents. Quant à Mahamoudou Soré et Mahamadi Ouga, ils gagnent respectivement plus de 39 millions et 10 millions de francs CFA. Aux parieurs de la LONABE, je les invite en 2017 à redoubler d'efforts. Ils sont les meilleurs de la sous-région, mais à redoubler d'efforts. En 2016, nous avons fait 3 600 000 millionnaires environ. Je souhaite qu'en 2017, nous atteignions le stade de 5 millions de millionnaires, c'est-à-dire de 1 au record 155 millions. Bonne heureuse année 2017. Tout en invitant ces heureux gagnants à gérer à bon escient ces sommes d'argent, la Loterie nationale burkinabé les a rassurés de son appui conseil dans la mise en œuvre de leurs projets. Le tout premier lycée de Dieri dans la commune de Orodara ouvrira ses portes à la rentrée prochaine en 2017. La pose de la première pierre de l'établissement est intervenue en fin décembre 2016. L'infrastructure va coûter environ 130 millions de francs CFA et financée par la fondation BOA. Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Ces tout petits de Dieri n'auront plus besoin de se rendre à Orodara ou à Bobo-Dioulasso pour poursuivre leurs études secondaires comme l'ont fait leurs aînés. Ils pourront le faire sur place et ce à partir de la rentrée scolaire 2017-2018. Un acte rendu possible grâce à la fondation BOA. Nous avons pensé que la BOA ne peut pas, en tant qu'entreprise privée, ne peut pas rester en marge des efforts fournis par le gouvernement. Et nous avons été sollicités depuis un moment par les populations de Dieri qui elles-mêmes ont pris l'initiative d'avoir un terrain et encore mieux de contribuer au début des travaux de ce lycée. Nous avons pensé que c'était bon qu'on puisse intervenir assez rapidement. À terme, la fondation comprendra 3 blocs pédagogiques plus équipements, un bloc administratif, un laboratoire, une cantine, un forage et un terrain de sport. L'ensemble sera alimenté avec de l'énergie solaire. Le coût de réalisation de cette infrastructure est estimé à 103 millions de francs CFA. L'apport de la fondation BOA est de 110 millions de francs CFA et les 23 millions seront assurés par les ressortissants de Dieri. C'est un grand job pour nous. Ce qu'on a fait pour les enfants, on a fait aussi pour le pays. Parce que l'ère actuelle, là, on sait que le gouvernement en a besoin pour indiquer les hommes. L'éducation, c'est le fondement de tout développement. Si vous n'avez pas des jeunes instruits, si vous n'avez pas des compétences formées pour animer votre économie, il n'y a pas de développement possible. La fondation BOA n'intervient pas uniquement dans le secteur de l'éducation. Elle agit aussi dans la santé. Les conseillers municipaux, les maires et leurs collaborateurs viennent de recevoir une formation en fin décembre sur les techniques d'élaboration de budget, mais aussi son contrôle. C'est une formation qui va les aider dans le suivi et l'exécution des budgets communaux. À signaler que la session de Ouagadougou ouvre la voie à d'autres sessions dans les régions du Burkina. Mariam Dao, Oumar Zombré. L'association des municipalités du Burkina Faso forme les élus locaux sur le budget.
Durant 48 heures, ces maires et conseillers municipaux vont renforcer leurs capacités sur le processus d'élaboration du budget, la mobilisation des ressources au niveau communal et également s'outiller sur la recherche des fonds par le biais du jumelage. Et c'est là pour le développement de leur commune. Nous sommes une génération de maires et beaucoup n'ont pas encore exercé la fonction. Et donc la question de la maîtrise et du contrôle du budget des collectivités est une question très importante pour nos maires. Également la question donc, de la levée des fonds, donc de la coopération décentralisée. Cette formation vise à terme 1110 agents municipaux de toutes les communes du Burkina Faso et est prévue se tenir dans les 13 régions. Elle est financée par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à hauteur de 166 millions de francs CFA. Le projet existe et nous devons travailler avec les mairies pour que les formations puissent émerger de la base de leur communauté pour les mettre en phase avec les besoins du terrain concret pour pouvoir faire des plans de formation et appuyer les mairies pour appuyer les jeunes, les femmes et les hommes qui sont dans leurs communes respectives. Ces maires et conseillers municipaux ont été installés à la faveur des élections municipales du 22 mai 2016. Et selon le secrétaire général de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso, l'obligation de réussir les mandats passe forcément par la gestion efficace des budgets. À l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, un nouveau représentant vient de prendre les rênes de ASECNA Burkina. L'ancien responsable aura passé 5 ans à son poste. Le film de la cérémonie de passation de charge avec Ismaël Siloma Diruma. Ernest Mabiala, représentant de l'Agence pour la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est en fin de mission au Burkina après 5 années de service. Selon Ernest Mabiala, son passage à la tête de l'ASECNA lui a permis d'engranger des acquis. Il note par ailleurs que des chantiers n'ont pas pu être exécutés. Le projet que j'aurais bien voulu voir s'accomplir, c'est la mise en œuvre complète de tout le système de management intégré. Parce qu'aujourd'hui, ce système, nous l'avons mis en œuvre dans les volets qualité, sécurité, mais les volets environnement, les volets santé et sécurité au travail restent des chantiers ouverts. Pour le premier responsable du ministère en charge des transports, la SECNA est d'un appui considérable pour son département. Et de l'homme, il retient une bonne image. Au-delà de tout ce qu'il a pu faire, pour accompagner le Burkina dans la réalisation des infrastructures, c'est sa disponibilité. C'est un homme de rigueur. C'est un homme de cette trempe que nous avons besoin à la SECNA. La SECNA a pour mission de guider les pilotes, de fournir des informations aéronautiques pour sécuriser le ciel afin que les avions volent en toute quiétude. Et puis la région des Hauts-Bassins regorge d'impressionnants sites touristiques et de végétation admirables. Ces joyaux sont pourtant menacés par l'action de l'homme. Sensibiliser est la solution et c'est ce que le Conseil régional de la région des Hauts-Bassins a compris. Avec ses partenaires sociaux, il a pris l'initiative de rencontrer les populations de ces zones dans l'objectif de trouver une solution durable à la protection de l'environnement. Mireille Karoy-Tougouma, sur place à Bobo-Dioulasso. Un quelconque amas de pierre à première vue, mais bien particulier car il serait le lit de Samori Touré. C'est ici que le conquérant reprenait des forces durant son séjour à Mai. À quelques kilomètres de ce site, et cette fois-ci à Wempea, des mystérieuses gravures sur ces roches. Accéder à ces sites relève d'un parcours du combattant. Des sites également menacés par l'action de l'homme. Une population riveraine qui dit vivre de la coupe du bois pour en faire du charbon. Par manque d'eau et de route, il serait difficile de mener autre activité. Les cultures, après les céréales, on ne peut pas ramener ça pour passer, il n'y a pas de route. Si elle appuie correctement, on est prêt à laisser, parce que les villageois eux-mêmes comprennent que quand même faire du charbon, ça perd du bois, ça perd aussi pour le futur. D'où la nécessité de trouver une solution afin de permettre à ces populations de vivre tout en préservant ces sites. C'est l'enjeu de ces rencontres entre les populations de Mai et de Wempea, le Conseil régional des Hauts-Bassins et ses partenaires sociaux. Pour moi, la première solution, c'est que les populations, à la base ici,
accorde la valeur à ces choses, s'approprie déjà ces vestiges, ces traces qui sont là. Ça leur donnera beaucoup plus de valeur et dans ce sens, on pourra faire beaucoup de choses dans le sens de leur préservation. Ces communautés ont besoin de vivre. Donc ça, c'est un droit qu'il faut leur reconnaître. Mais maintenant, le travail va être comment les encadrer à utiliser judicieusement cette ressource. Actuellement, on peut déjà penser à une valorisation à travers l'écotourisme. Et il n'y a pas que les sites touristiques qui soient menacés. L'environnement l'est aussi. Une carrière impressionnante à Borodougou, juste à l'entrée de la ville de Bobo-Dioulasso. Toutes les maisons que nous construisons aussi à Bobo, le sable vient de là-bas. En tant que professionnel, ce que moi je peux dire, c'est plutôt de limiter, délimiter, pour qu'on n'accède pas à certains endroits. La gestion adéquate de la carrière de Borodougou et la protection des sites touristiques sont des initiatives du Conseil régional des Hauts-Bassins en partenariat avec l'association Tétractis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La sensibilisation, l'aménagement routier, la recherche de solutions participatives sont entre autres des propositions issues de cette tournée de 3 jours. Pour que les Djan, une communauté ethnique du sud-est du Burkina, soient fiers de sa culture, les deuxièmes journées culturelles de Bondjigui dans la Bougouriba ont permis de revisiter des pans de cette culture. Des détails qui n'ont pas échappé à notre reporter Jacques Ouedraogo sur Place Agawa. Le Djan et sa culture, c'est sous ce thème que la deuxième édition des Journées de la culture Djan a été célébrée à Bondjigui dans la Bougouriba. Des pas de danse, des séances de simulation de chasse et de tir à l'arc, suivis des rites funèbres, ont rythmé cette cérémonie. Les participants venus de tous bords se disent satisfaits d'une telle initiative. Ça fait plaisir d'assister à ce genre de trucs. Si j'avais su, j'allais venir avec des enfants qui allaient apprendre aussi, comme moi j'ai appris. La cérémonie a drainé du monde à l'école A de Bondjigui et selon les organisateurs, cette mobilisation témoigne d'une prise de conscience des populations de la nécessité de pérenniser leur culture. Cette année, avec la mobilisation que nous avons constatée, vraiment, nous pouvons dire que les gens ont pris conscience que leur culture, ils doivent tout faire pour la garder. Une conférence sur les valeurs de la culture Djan a aussi été de la partie afin d'inciter davantage les populations à s'intéresser à leur culture, particulièrement celles vivant dans les villes. Ils ont honte de leur village, ils ont honte des pratiques qui se passent dans leur village, surtout quand ils embrassent les traditions modernes, disons les traditions révélées. Je me suis dit que quand même ce serait bien d'être aux côtés de mes jeunes frères pour les accompagner afin de valoriser la culture Djan. Valoriser la culture Djan, c'est aussi le souhait de l'ambassadeur des États-Unis qui a pris part à cette deuxième édition des Journées de la culture Djan à Bondjigui. Et à l'étranger, la justice française examine ce lundi la première affaire de biens mal acquis. La cible s'appelle Théodoro Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale. Longtemps ministre de l'Agriculture et des Forêts, l'héritier de 47 ans est soupçonné d'avoir détourné des sommes colossales d'argent public pour se constituer un patrimoine vertigineux en France. Un patrimoine considérable en détournant l'argent public de son pays. Le procès des biens mal acquis débute ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Théodorin Obiang, fils de l'actuel président de la Guinée équatoriale, devra répondre entre autres de blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Un procès inédit et sans précédent en Europe qui débutera en l'absence du principal intéressé. Ses avocats demandent plus de temps pour organiser au mieux sa défense. Ce n'est pas la première fois que Théodorin Obiang tente de retarder l'échéance. En 2014, il a voulu faire annuler les poursuites en France avant de se tourner cette année vers la Cour internationale de justice de La Haye, là encore sans succès. Immeuble dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, voiture de luxe, l'enquête ouverte après les plaintes de plusieurs associations a révélé un patrimoine estimé à des centaines de millions d'euros. Le procès se poursuivra jusqu'au 12 janvier prochain. Ce 1er janvier 2017, les Nations Unies changent de dirigeant à un moment complexe où se mêlent de plusieurs crises mondiales. Le nouveau responsable ambitionne de donner un nouvel élan à l'organisation.
Antonio Guterres, c'est son nom, est donc le nouveau secrétaire général de l'ONU, rentré en fonction ce 1er janvier. Le Portugais a pris fonction en succédant au Sud-Coréen Ban Ki-moon. Le successeur de Ban Ki-moon, Antonio Guterres, hérite d'une lourde responsabilité en prenant les commandes de l'ONU ce dimanche. Le nouveau secrétaire général souhaite donner un nouvel élan à une institution qui semble dépassée par une myriade de crises profondes. La guerre civile en Syrie et ses effets sur les relations internationales, les tensions entre la Russie et l'Occident, la crise des réfugiés en Europe, les conflits au Sud-Soudan et en Centrafrique, les craintes sur l'environnement exacerbées par l'élection du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis. Face à ces défis, les yeux sont rivés sur les Nations Unies en quête de solutions. Mais l'ONU est impuissante, l'ONU déçoit. Certains comptent sur Antonio Guterres, l'homme d'action pour dynamiser l'organisation. Je pense qu'il sera plus sincère car il a une profonde connaissance du sujet, de la complexité de la réalité politique du monde. Il pourra pousser la communauté internationale à s'engager davantage et ne pas rester dans la rhétorique politique. Encourager les actions concrètes sur le terrain en mettant les pauvres et les migrants au cœur du discours et en trouvant des solutions à leur situation. Ayant fait l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, l'ancien Premier ministre portugais et haut-commissaire aux réfugiés promet de rendre l'ONU agile et efficace dès ses premiers discours. En embrassant une vision des droits de l'homme et en assumant un regard sérieux sur les valeurs qu'il représente, je suis convaincu qu'il est possible d'inverser cette tendance. Cette détérioration progressive à laquelle on a assisté dans le monde sur ce sujet. Réputé pour son pragmatisme et ses talents de négociateur, il n'est pas certain qu'Antonio Guterres parviendra réellement à donner un nouveau souffle à l'ONU. Son entrain pourrait bien être étouffé par la rigidité coupable d'un Conseil de sécurité divisé. La position qu'adoptera le Portugais aura toute son importance. Il pourrait bien prendre exemple sur Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan, qui en œuvrant avec plus d'indépendance et de charisme que leur successeur Ban Ki-moon ont arraché des avancées sur des dossiers épineux. C'est tout pour ce journal. Le programme se poursuit avec le magazine des sports à 21h et à 22h30, la dernière édition de l'actualité sur la RTB. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.